les amis, je suis super content de vous retrouver ce soir pour une nouvelle vidéo sur la fierté de l'Écosse. Le parangon de la liberté, William Wallace. Si vous parlez à n'importe quel Écossais, si vous lui dites « Putain, qu'est-ce qui te fait se sentir avoir des grosses burnes d'Écossais ?» Ils vous diront « Parce que nous, on a eu William Wallace. » C'est tout ce qu'ils vous diront. Donc vous connaissez peut-être ce personnage par l'excellent film Braveheart avec Mel Gibson, donc que je vous recommande vivement si vous l'avez jamais vu. Que vous connaissiez ou pas l'histoire, c'est toujours un super bon moment. Et c'est vraiment un bon film, même s'ils ont pris quelques libertés historiques, c'est quand même un excellent film. Voilà. Donc qui est William Wallace? Donc là j'ai pris des petites notes, hein. Vous étonnez pas si de temps en temps je détourne le regard parce qu'il y a vraiment beaucoup d'éléments. Donc il est né en 1270. Mais pour comprendre l'histoire de William Wallace, il faut comprendre le contexte qui existe en Angleterre, en Écosse, à l'époque. Donc à l'époque, le dirigeant écossais, c'est un roi qui s'appelle Alexandre III. Et Alexandre III, ça fait 20 ans qu'il règne. Ça fait 20 ans qu'il règne, machin plus, tout se passe bien, son peuple est prospère, la paix règne, c'est un bon roi. Et ce qui se passe toujours dans ce genre d'histoire où tout va bien, c'est que le gars va mourir, et ça va être la merde. Et, bah, pas de bol, il va mourir en 1286, et ça va être la merde. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas d'enfant. Et à cette époque-là, en fait, c'est des lignes de succession. Le pouvoir, c'est une dynastie familiale. Sauf que quand tu n'as pas d'enfant, quand tu n'as pas de descendance, il n'y a personne à désigner. Donc on doit remonter plus loin dans ta famille. En l'occurrence, il avait une petite fille du nom de Margaret, âgée de 3 ans. Donc, cette pauvre Margaret, âgée de 3 ans, est nommée reine d'Écosse, à l'âge de 3 ans, alors qu'elle est encore en train de jouer à la Barbie et avec ses couches Pampers. Pour vous donner une idée. 3 ans, reine d'Écosse. Évidemment, à 3 ans, tu ne peux pas régner. Donc ce qui se passe, c'est que, à l'époque, quand quelqu'un n'est pas en âge de régner, il se met en place ce qu'on appelle une régence. Donc c'est des conseillers qui vont maintenir le royaume à flot, qui vont essayer de gérer les affaires du royaume jusqu'à ce que la reine Margaret soit en âge de régner par elle-même. Donc il y a une régence qui se met en place, mais voilà, il se trouve que les Écossais, ils sont pas tout seuls. Et les Écossais, ce sont les voisins d'un royaume extrêmement puissant, qui est le royaume d'Angleterre, qui a des envies plutôt belliqueuses et plutôt conquérantes, du fait de son gouvernant, de son dirigeant, Édouard Ier. Édouard Ier qui flaire, il est malin l'ami Édouard. Il flaire que là en Écosse il va se passer des choses, parce que quand il y a une telle instabilité politique, quand la reine a 3 ans, quand il y a une régence, quand il y a des conflits de succession, tu peux être sûr qu'il va se passer des choses. Donc le roi Édouard Ier signe le traité de Birmingham, qui en fait lui permet de marier son fils à Margaret, et du coup, tout simplement de s'assurer un moyen de faire rentrer l'Écosse sous le joug de l'Angleterre et dans sa dynastie familiale. Donc à l'époque, c'est un excellent moyen légal et autorisé par la papauté. Il faut savoir qu'à l'époque, tu ne peux pas faire la guerre à n'importe qui. Donc ça, petit aparté, au Moyen-Âge, il te faut un casus belli valide pour démarrer un conflit. C'est-à-dire que tu ne peux pas dire lui j'aime pas trop sa tête, je vais conquérir l'Écosse là et je vais devenir roi d'Écosse. En fait, tu ne peux pas. Parce que tu es protégé par les lois cardinales de la religion chrétienne et par la papauté. Et en fait, tu te fais excommunier par le pape si tu romps les grandes lignes principales de la bonté chrétienne. Donc tu ne peux pas faire ça. Et en l'occurrence, le mariage, c'est un excellent moyen légal de dominer et d'ajouter des territoires à ta dynastie familiale, sous ta gouvernance. Donc c'est ce que fait Édouard. Et comme par hasard, hein, vous la sentez venir, la roquette R-32 de l'US Army, là, ou pas? Est-ce que vous la sentez venir? Je vous laisse 2 secondes, est-ce que vous savez ce qui va se passer? Parce que c'est toujours pareil. Comme par hasard, après avoir signé ce traité, Margaret va mourir. Donc la reine qui à ce moment-là doit avoir 8 ans, je crois qu'elle a 8 ou 9 ans, elle meurt. On ne sait pas trop comment, mais ça pue un peu, tu vois. Donc elle meurt, et il se trouve que elle était promise à un prince héritier anglais, donc forcément l'Angleterre a voix au chapitre dans la crise de succession qui s'engendre. Et évidemment, il y a une énorme crise de succession en Écosse, tous les lords se battent entre eux pour savoir à qui va revenir le royaume,
et personne n'arrive à se mettre d'accord. Le favori, c'est un seigneur qui s'appelle Jean Bailleul, qui jouit d'une excellente réputation, mais personne n'arrive à se mettre d'accord, donc il décide de faire appel au roi d'Angleterre, qui fait valoir justement le fait que son fils était marié à Margaret pour pouvoir trancher sur qui sera le prochain roi. Donc Édouard Ier arrive en tant que parti neutre pour désigner le prochain roi, et il va dire, écoute, mon petit Jeannot, tu signerais pas là en bas de truc pour faire devenir l'Écosse en état vassal de l'Angleterre? Bah, tu signes juste là. Ah, t'as signé? Ok. C'est Jeannot! Longue vie à Jeannot, roi d'Écosse! Bravo! Donc en fait, il a tout simplement rendu l'Écosse... Il a fait devenir l'Écosse état vassal de l'Angleterre en mettant Jean Bailleul au pouvoir. Donc ensuite, ce qui va se passer, c'est que brièvement, avant de parler vraiment de William Wallace, Jean Bailleul va se retrouver emmerdé parce que son pays n'est plus libre, qu'il va se dire mais quand même qu'est-ce que je fous là? Donc il va se rebeller, mais il va se faire défoncer et l'Écosse va devenir anglaise. Et c'est là qu'apparaît William Wallace. C'est là qu'apparaît William Wallace en mai 1297. En mai 1297, il va assassiner le shérif anglais de Lanmark pour venger sa bien-aimée qui s'était fait tuer par ce même shérif. Donc il va venger sa peine de cœur, il va venger l'honneur aussi, son honneur, et il va tuer le shérif anglais, et il va commencer à instaurer la rébellion et contre la répression et la domination anglaise sur l'Écosse. Parce qu'il faut savoir que les Écossais, ils ont un très fort sentiment d'appartenance à la nation, et ils vivaient très mal cette domination anglaise sur eux, mais ils n'avaient personne pour les leader en fait, ils n'avaient personne pour les diriger, pour leur montrer le chemin. Et William Wallace, ça va être cette personne-là, ça va être ce leader, ça va être ce mec qui va rassembler les gens derrière lui. Et donc au début, ça va commencer très modestement, un truc à la Robin des Bois. Il va avoir 30 mecs, il va être dans les bois, et il va faire des petites guérillas comme ça. Il va faire des petits trucs, il assassine des gens, un petit anglais, on lui coupe la gorge par ici, un petit détroussage par là. Et avec 30 hommes, donc toujours la même année, en 1297, il va détruire, il va prendre avec son petit groupe la garnison de Lanmark. Et c'est comme ça que va commencer l'épopée de William Wallace. Donc, et là, à partir de là, c'est le signal de la rébellion. Et tous les grands seigneurs vont entendre parler de cela et vont rejoindre William Wallace. Du coup, il va se constituer une armée, il va ramener des bras droits, il va ramener des lieutenants, des grands seigneurs qui se rallient à lui, qui se rallient à sa cause, pas forcément pour le bien de l'Écosse, mais aussi certains par quête de pouvoir personnel, certains qui croyaient vraiment en cet idéal de liberté qui était revendiqué par William Wallace, qui était un homme exceptionnel, hein. Faut bien vous le dépeindre, le bonhomme. Il faisait 1m95, donc à l'époque, c'est déjà qu'aujourd'hui c'est très grand, à l'époque c'est incroyable, c'est exceptionnel. Donc, le mec c'est un géant, en armure, courageux, qui dit on va libérer l'Écosse et on va tuer tous ces motherfucking British, man. Il veut tous les tuer. Donc ce qui se passe, c'est que comme ça il va rassembler de plus en plus de personnes, et il va mettre le siège à une ville d'Écosse qui s'appelle Dundee. Il va essayer de reprendre cette ville-là. Donc là, écoutez bien, à 3000 contre 6500. 3000 Écossais, 6500 Anglais. Il va leur casser les fesses. Il va leur casser le derrière. Et à partir de là, tout roule. Tout roule, il va reprendre des villes, Aberdeen, Dundee, Perth, Stirling, Édimbourg. Tout va bien se passer pour William Wallace. Toutes ces campagnes vont le mener dans toutes les villes d'Écosse qui vont soit abandonner, soit être conquises. Et l'Écosse va redevenir écossaise en fait. À tel point qu'à lui seul, William Wallace, à un moment, libéré l'Écosse et est devenu gardien d'Écosse. Gardien du royaume, c'est un titre un peu de régence entre guillemets. William Wallace est devenu le gardien de l'Écosse. À tel point que Édouard Ier, le roi d'Angleterre, est obligé de rentrer de France où il était en train de batailler contre les Français. Parce que c'est la merde en fait. Du coup, il doit rentrer, fit ça. Et là, il dit, écoute-moi bien mon pote, toi, on va te faire ta fête. Toi, on va te faire ta fête, t'es pas prêt. Donc là, il rentre en Écosse, il ramène une immense armée, et là, il reprend tout simplement le contrôle de l'Écosse, et il laisse aucune chance à William Wallace. Il détruit tout simplement tous les Écossais. Donc, ce qui va se passer ensuite pour William Wallace, c'est qu'il va pas être capturé tout de suite après cette défaite-là face au roi d'Angleterre.
Il va partir avec quelques chevaliers, il va aller en France. On ne sait pas exactement ce qui va se passer à ce moment-là. Mais on sait qu'il reprend plus ou moins une vie de Robin des Bois. Il devient un peu hors-la-loi, il fait des petites... il va vraiment faire des escarmouches contre les Anglais, mais il abandonne pas son combat. Il abandonne pas son combat parce que c'est vraiment le combat de sa vie, c'est ce qui va définir son existence. Et ça va être sa raison de vivre, tout simplement. Et pendant des années, il va comme ça faire des escarmouches contre les forces anglaises jusqu'en 1305, où là ça va être malheureusement pour lui la fin. Il va être arrêté par Sir John Menteith, gardien du château de Dumbarton. Dumbarton, tu kiffes l'accent. Il va être arrêté par ce mec. Et alors là, les révolutionnaires français vont passer pour des grosses baltringues. Hein. Là, il va se faire exécuter comme jamais t'as vu quelqu'un se faire exécuter. C'est-à-dire que, non content de l'écarteler, l'émasculer, le pendre et mettre feu à ses entrailles, ils vont ensuite exposer les restes de son corps dans toute l'Angleterre et dans toute l'Écosse pour dissuader tout mouvement de révolte face au pouvoir anglais. Mais en faisant ça, ce que Édouard n'avait pas anticipé, c'est que ça va forger en fait dans le sang et dans l'ADN des Écossais une haine viscérale des Anglais. Oh, les Écossais, ils détestent les Anglais. Ils détestent les Anglais. Ils peuvent pas se saquer. Et cette haine, elle vient d'ici, elle vient de là. Elle vient de cette histoire-là, elle vient de ce désir de mater en fait ce peuple, parce que les Anglais, Édouard a voulu mater le peuple écossais. Mais faire ça à William et toutes les choses irrespectueuses qui ont été faites avec sa dépouille, en fait, ça fait grandir l'esprit de liberté, de révolution et de combat, de résistance de tous ces Écossais. Et c'est ça qui est incroyable avec William Wallace, c'est qu'un seul homme a permis de créer tout ça. Et c'est ça que je trouve beau dans cette histoire, c'est que c'est vraiment un héros de notre histoire. C'est un homme exceptionnel, tout simplement. C'est juste un homme exceptionnel. Donc voilà. William Wallace, fierté des Écossais. Si vous n'avez pas vu le film Braveheart, je vous en prie, regardez-le, c'est exceptionnel. Liberté!